Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Choc du Monde, le nouveau magazine des crises internationales et de la prospective de TV Liberté. Je reçois ce soir Pierre Conesa. Pierre Conesa, bonsoir. Bonsoir. Avec qui nous allons tâcher de comprendre les basculements qui sont actuellement en cours au Moyen-Orient. Pierre Conesa, vous êtes évidemment géopolitologue, vous êtes un ancien fonctionnaire et vous avez écrit plusieurs essais. Le dernier en date, le complexe militaro-intellectuel en 2022, mais aussi le lobby saoudien en France, comment vendre un pays invendable, ou encore Dr Saoud et Mr Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite. C'était en 2016. Encore une fois, vous connaissez la géopolitique du Moyen-Orient et il y a quelque chose qui change très vite dans cette vaste région du monde. Je vous propose de faire un tour d'horizon rapide de l'actualité. C'est un revirement historique. La Syrie de Bachar el-Assad a réintégré la Ligue arabe le 8 mai 2023, après en avoir été bannie il y a 11 ans. Une décision dénoncée par Washington, alors que le président iranien en visite à Damas a salué la victoire du peuple syrien après une décennie de guerre civile et de sanctions occidentales. Et c'est sous l'égide de la Chine que l'Iran et l'Arabie saoudite ont renoué leurs relations diplomatiques au mois de mars. Les deux anciens adversaires chiites et sunnites ont annoncé la réouverture prochaine de leurs ambassades et des négociations de paix sont en cours entre les Saoudiens et les Houthis soutenus par Téhéran, alors que le conflit au Yémen a causé près de 400 000 morts, surtout civils. Alors, après le chaos causé par les interventions militaires américaines au début des années 2000, les révoltes arabes des années 2010 et l'essor du djihadisme, le Moyen-Orient en a-t-il enfin fini avec la guerre permanente ? Un basculement a donc lieu au Moyen-Orient et les choses vont vite, très vite, Pierre Conesa. On a l'impression d'une chute de domino, mais alors la question c'est: quelle a été la pichenette génératrice de ce mouvement? Était-ce, selon vous, peut-être le retrait américain d'Irak et d'Afghanistan, ou encore les accords d'Abraham entre Israël et les Émirats, puis Bahreïn, négociés par Donald Trump, en septembre 2020, selon vous? On aurait bien du mal à essayer d'y comprendre quelque chose. N'oubliez pas qu'on commence le 11 septembre, au moment des attentats contre le World Trade Center, avec un premier tour de passe-passe, qui est le discours de janvier 2002, qui accuse l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, si vous voulez, l'axe du mal, et pas un mot sur l'Arabie saoudite. Or, il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes, donc on pouvait penser quand même, et n'oubliez pas que les Saoudiens ont été pendant longtemps le contingent musulman le plus important en Afghanistan, avec les talibans. Bon. Donc il y a eu une espèce de mensonge qui était d'autant plus explicite qu'évidemment, vous allez avoir ensuite, pour déclencher la guerre en Irak, cet extraordinaire mensonge de Colin Powell avec sa petite fiole pour expliquer qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, alors que toutes les organisations internationales disaient que l'embargo avait... Bon. Et donc, on est, si vous voulez, face à un acteur qui s'est toujours cru le maître de la géopolitique du Moyen-Orient, pris en porte-à-faux d'abord dans sa guerre en Afghanistan. N'oubliez pas quand même que les Russes n'y sont restés que 10 ans, les Américains vont y rester que 20 ans, et c'est Trump qui va décider de s'en retirer. Et puis ensuite, vous avez l'invasion de l'Irak qui va complètement écraser un pays qui était géré par un dictateur, mais qui était une espèce de géopolitique hétéroclite. C'est vrai, il y avait des chiites, il y avait des sunnites, il y avait des kurdes, etc. Mais enfin, en tout état de cause, c'était une espèce de stabilité. Stabilité dans la dictature, mais stabilité quand même. Bon. Même pour faire un peu aussi quand même comme les autres, nous-mêmes, on a fait la destruction de la Libye, si vous voulez, pilotée par Bernard-Henri Lévy et par Sarkozy. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui encore, la Libye n'a pas retrouvé sa stabilité. Donc on est face à une situation où, paradoxalement, il faut se demander aujourd'hui si ces interventions occidentales, qui ont été finalement fondamentalement déstabilisatrices, sont génératrices de nouveautés, ou au contraire, c'est le maintien en poste de certains régimes solides, mais dictatoriaux, qui assurent une partie de stabilité. Visiblement, c'est l'analyse des Russes. C'est-à-dire qu'ils ont sauvé Assad, justement, en se disant, au moins, il y a un pays qui tiendra le coup, puisque partout ailleurs, vous avez eu le retour des talibans. Alors, on est quand même en droit de se dire qu'après 10 ans de soviétiques et un temps d'américains, si l'Afghanistan est musulman, on aurait dû se le découvrir avant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on avait cette projection de nos capacités et de nos bonnes intentions sur des zones géographiques dans lesquelles l'analyse locale n'avait aucune importance, mais aucune importance. Si j'ai écrit ce bouquin sur le complexe militaro-intellectuel, c'est parce qu'il se passe un basculement, justement, après la disparition de l'URSS,
où, si vous voulez, il se passe deux événements qui vont complètement changer le processus décisionnel. C'est d'abord le fait qu'effectivement, l'acteur majeur qui était l'URSS ne peut plus intervenir, et c'est donc la première guerre post-guerre froide. Et donc, on va décider d'aller libérer le Koweït, grande démocratie devant l'éternel, de Saddam Hussein, grand dictateur devant l'éternel. Bon. Mais ce qui est intéressant, ce sont les conditions matérielles de cette guerre. C'est-à-dire que c'est une guerre annoncée. On va avoir 170 000 hommes qui vont se déployer en Arabie Saoudite en expliquant que dans 6 mois, la guerre allait commencer. Donc, on avait un top départ, si vous voulez. Bon. Et ensuite, cette guerre a attiré, ou l'annonce de cette guerre a attiré toutes les chaînes de télévision de la planète. Bon, donc en fait, on savait que le jour J, à telle heure, l'offensive commencerait. Manque de chance, la guerre ne dure que 120 heures. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se retrouve avec une guerre terminée. Évidemment, les pays du Golfe demandent qu'on n'aille pas chercher Saddam Hussein chez lui. Hein, on demande que libérer le Koweït, ça suffit. Mais on prend l'habitude que la guerre soit un spectacle là, en live. Ça veut dire qu'on était dans un processus d'hubris guerrière, où on se disait, puisque nous avons l'outil, faisons la police de la planète. Bon, donc on est aujourd'hui dans ce bilan que vous évoquez, c'est-à-dire, finalement, au bout du compte, cette espèce d'activisme des Occidentaux, en particulier des Américains, est un activisme qui est en échec. Ils se retirent d'Afghanistan, et donc aujourd'hui, vous avez des partenaires locaux qui se disent, mais après tout, il y a peut-être d'autres pays qui sont des grands acteurs internationaux sur lesquels on peut compter, d'où l'apparition, à mon avis, de la Russie et de la Chine. Vous faites la transition en place. Je voulais justement vous interroger sur la Syrie, sur son retour en grâce, contre l'avis américain d'ailleurs. Si je pouvais citer les dirigeants du Pentagone, nous ne pensons pas que la Syrie mérite d'être réadmise dans la Ligue arabe à ce stade. Nous continuons à penser que nous ne normaliserons pas nos relations avec le régime d'Assad et nous ne soutenons pas nos alliés et partenaires qui le font. C'était ce matin. Je vous propose de regarder, Pierre Conesa, une carte réalisée par l'équipe de Choc du Monde. Une carte de la Syrie, aujourd'hui, en mai 2023. Il y a toujours d'ailleurs des troupes d'occupation américaines, comme vous pouvez le constater au sud, dans une région évidemment riche en pétrole, comme par hasard. J'ajouterai par ailleurs que l'Arabie Saoudite a annoncé hier réouvrir son ambassade à Damas. Voilà, cela semble être, peut-être encore une fois, un échec occidental, un désastre de la politique étrangère américaine. Pierre Conesa, comment expliquer cela ? Ben, je crois que, si vous voulez, si on le prend dans une continuité historique, avec ces différents épisodes, si vous voulez, qui se sont terminés par des désastres, destruction de pays et qui ont complètement éclaté, comme par exemple l'Irak, retour en grâce des talibans en Afghanistan, on peut se dire qu'effectivement, si vous voulez, les acteurs locaux sont face à deux interrogations. La première, c'est est-ce que la puissance américaine est toujours celle qui est capable de faire l'ordonnancement général de la région ? On sait qu'il y a la primauté est évidemment la défense d'Israël, et ça de toute façon, quoi qu'il advienne. Et la deuxième chose, c'est que finalement, ces acteurs se disent, pour un minimum de stabilité, mieux vaut une dictature, et ils vont avec l'intercession de pays qui sont prêts éventuellement à intervenir. La Russie, c'est ce qu'a fait la Russie en sauvant Assad. Donc finalement, ça prouve en tout cas aux acteurs locaux que autant à banaliser, si vous voulez, la relation avec Moscou. Et pour ce qui concerne la relation irano-saoudienne, on est là effectivement dans un scénario complètement nouveau, puisque ce sont les Chinois qui ont fait les intermédiaires pour aboutir à une réconciliation. Je ne sais pas ce que cette réconciliation signifie. Alors nous allons aborder justement ça dans un instant. Voilà. Comment, pour préciser un petit peu votre pensée, alors bon, ce matin, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a aussi annoncé un projet de feuille de route pour une normalisation turco-syrienne. Pour résumer, la Turquie avait soutenu les rebelles au début de la guerre syrienne et le président, donc contre le président Assad. Mais Erdogan s'efforce désormais de renouer les liens avec la Syrie en espérant que la Syrie récupère 4 millions, ou presque 4 millions de réfugiés syriens sur le sol turc. Voilà, pour préciser votre pensée à propos de l'intervention russe en Syrie, comment la qualifiez-vous ? Comment jugez-vous vraiment cette action russe qui est, comment dire, pour le moins contradictoire avec la posture occidentale à l'égard de la Syrie et plus largement peut-être du Moyen-Orient? Oui, mais la posture occidentale, encore une fois, les Russes n'ont pas de raison d'y adhérer. Ils n'ont pas de raison d'y adhérer. Regardez notre différend à propos de l'Ukraine. On ne peut pas dire qu'effectivement, il y a une espèce de consensus d'intérêt commun entre la Russie et les Occidentaux. Et
Et donc, partout où les Russes pourront, disons, placer leurs pions et aboutir à des résultats tangibles, ils le feront. Donc, ils n'ont pas de raison, encore une fois, de considérer que la politique internationale se décide quelque part entre Washington, Paris et Londres. Et donc, ils ont leur propre stratégie. Donc, sauver Assad, c'est aussi la manière de sauver, si vous voulez, encore une fois, un des derniers pays qui ait eu un minimum de stabilité. Et on aura probablement d'autres actions russes, si vous voulez, encore une fois, pour essayer de refaire avancer leurs propres intérêts. Vous pensez que si peut-être ils résolvent la situation en Ukraine, on les verra de nouveau agir au Moyen-Orient, au Proche-Orient? Je crois que l'un n'empêche pas l'autre, hein, ils l'ont montré, mais résoudre la question en Ukraine, ça, alors, je dois dire que je ne vois pas aujourd'hui les modalités du règlement. Moi, j'aime assez la position du président Macron qui a expliqué dans une interview télévisée qu'on aiderait l'Ukraine suffisamment pour que les Russes ne puissent pas gagner la guerre. Jusqu'au moment où Poutine se rendra compte que la solution n'est pas militaire et que donc il faut une solution politique. Il ne dit pas les éléments de la solution politique, c'est-à-dire que faire de la Crimée ou de choses comme ça, est-ce qu'il faut reculer sur les anciennes frontières, mais je veux dire, l'idée que la solution ne soit pas militaire est déjà une première option diplomatique. Alors vous évoquez justement un retour de certains facteurs stabilisateurs, enfin disons qu'il y a un certain nombre de facteurs déstabilisateurs qui disparaissent au Moyen-Orient. Vous avez évoqué l'accord négocié par les Chinois, qui est en fait un accord entre chiites et sunnites, entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Choc du Monde a justement réalisé une carte de ce schisme qui nous permet quand même de comprendre la fracture interne du Moyen-Orient. Donc la Chine a négocié cet accord entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite le 8 mars. Assistons-nous, selon vous, à l'essor d'une puissance de remplacement, à savoir la Chine au Moyen-Orient? Croyez-vous à cette, appelons-la la Pax China? Je crois que votre carte d'abord est très intéressante parce qu'elle montre, si vous voulez, la réalité du monde arabo-musulman. Elle montre la réalité du monde arabo-musulman dans le sens où, effectivement, si on regarde ce qui se passe sur le terrain, vous avez une guerre sunnite-chiite au Pakistan, en Afghanistan, à Bahreïn, évidemment au Yémen, évidemment en Syrie. Et donc, on est face à quelque chose, si vous voulez, dans lequel, à chaque fois qu'on nous oppose, si vous voulez, pour expliquer les attentats terroristes, les intérêts du monde arabo-musulman, la véritable menace aujourd'hui terroriste n'est pas sur les Occidentaux, elle est entre musulmans. 90% des victimes des attentats terroristes aujourd'hui sont des musulmans, que ce soit dans les grandes mosquées chiites du Pakistan ou des choses comme ça. Bon. Donc il serait temps, nous occidentaux, de penser que nous ne sommes pas le centre de la planète et que si, après tout, se passent des choses qui concerne le monde arabo-musulman, peut-être n'avons-nous pas les moyens d'intervenir, en tout cas se poser comme faiseur de paix, c'est le meilleur moyen de réconcilier tout le monde contre nous. Donc moi, j'ai tendance à être extrêmement prudent, si vous voulez, à penser que nous avons une capacité d'action. Et encore une fois, cette incapacité d'action a été constatée dans les faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs qui ne se sont pas mêlés de ces guerres, qui interviennent comme puissance de médiation. Bon, est-ce que la réconciliation Iran-Arabie Saoudite est l'annonce, si vous voulez, d'une véritable réconciliation, étant donné le paysage de haine entre sunnites et chiites dans le monde arabo-musulman? J'ai tendance à penser que ce n'est pas demain que l'Arabie Saoudite donnera aux chiites les mêmes droits qu'aux sunnites dans ce pays. Bon, vous restez sceptique? Oui. Facialement, c'est bien. Très bien. Enfin, ça, bon, un certain nombre d'avancées diplomatiques ont eu lieu. Cela étant dit, il reste un casus belli. On évoque certains facteurs déstabilisateurs qui disparaissent. Malgré les accords d'Abraham négociés par Trump entre Israël et certaines puissances du Moyen-Orient, il reste évidemment cette question de l'État hébreu au milieu de la carte du Moyen-Orient. Alors même si au niveau régional du Moyen-Orient, la situation peut à certains égards sembler s'apaiser, ça n'a pas l'air d'être le cas en Palestine. Gardez-vous cela au fond de votre tête. Êtes-vous encore une fois sceptique sur la possibilité d'un apaisement au Moyen-Orient en dépit de la situation israélienne? D'abord, la position israélienne est incroyablement, audacieuse en ce moment, puisque vous avez une arrivée au pouvoir de radicaux religieux juifs qui considèrent qu'il y a un grand Israël à reconstituer, répondant aux définitions de la Bible. Or, la Bible dit la terre des promises aux Juifs, c'est entre les deux fleuves, c'est-à-dire entre le Nil et l'Euphrate. Bon, vous voyez qu'on est encore loin de la réalisation, mais enfin, ça veut dire qu'il y a une espèce de légitimité religieuse dans le gouvernement d'Israël, aujourd'hui, à considérer que finalement, les Palestiniens n'ont plus aucun droit.
D'où l'implantation de colonies sauvages dans les territoires normalement attribués à l'autorité palestinienne. Et donc, on est face à un problème, si vous voulez, où la dynamique est devenue interne à la société israélienne et elle est belligène. Bon. Donc, est-ce que pour autant on va avoir du côté des Occidentaux une espèce de volonté de freiner, de contester cette assise électorale qui, après tout, est légitime, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est un gouvernement élu par le peuple israélien, mais qui est fondamentalement belligène. Donc, est-ce qu'on va le qualifier comme tel? Vous voyez bien qu'on est face à des problèmes devant lesquels on recule. Vous savez, Gérard Chaliand dit une phrase que je trouve très intéressante, il dit « La capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce ». Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de pays dans le monde où aujourd'hui, au titre de victimisation passée, certaines devenues puissantes, si vous voulez, s'autorisent des choses qui sont tout à fait inadmissibles par rapport à d'autres qui n'avaient rien à voir dans leur victimisation. Donc il faudrait que les Occidentaux se remettent dans une position qui ne soit pas systématiquement victimaire et pas systématiquement pleine de pénitence à l'égard de la planète, mais qu'on arrête d'utiliser l'outil militaire. On arrête d'utiliser l'outil militaire. Il y a une idée qui traverse les médias occidentaux, mais pas seulement bien sûr. C'est un argument qu'on retrouve dans la diplomatie russe, dans la diplomatie chinoise, la diplomatie indienne aussi, me semble-t-il. On parle de la fin du monde unipolaire, dominé par les Américains principalement. Est-ce à dire que le Moyen-Orient peut retrouver, avec la fin potentiellement du monde unipolaire, un semblant de paix? Ou gardez-vous à l'esprit la menace religieuse au sein du Moyen-Orient? Écoutez, je crois qu'effectivement, notre capacité d'action de la décennie 90 nous laissait penser que nous étions les chefs d'orchestre. Bon. C'est-à-dire sans tenir compte des dynamiques locales dans les crises. Bon, vous avez évidemment le cas de l'Afghanistan, c'est-à-dire que les Américains arrivant pour évidemment faire régner la démocratie et le bien-être de la population ont été obligés de se retirer au bout de 20 ans. Bon. Alors, l'argumentaire qui était donné, qui m'amuse toujours à propos de l'Afghanistan, c'est quand on a vu que l'intervention militaire commençait à caler, parce que finalement les Afghans sont des coriaces, les Américains avaient inventé l'idée de libérer la femme afghane. C'était une thématique qui évidemment était à usage interne, hein. C'était pour montrer aux féministes américaines qu'on se préoccupait du sort de la femme. Quand vous êtes allé en Afghanistan comme moi, vous savez que vous dites à un Afghan que vous allez libérer sa femme et sa fille, vous en faites un taliban. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, encore une fois, ce décalage entre la prétention affichée quand vous parlez à votre opinion intérieure et ce qui se passe sur le terrain est une caractéristique de la plupart de ces interventions qui ont toutes tourné en échec militaire. Donc on est bien dans quelque chose, si vous voulez, qui est une redistribution complète. Ce monde unipolaire des années 90, effectivement, se termine avec le retrait d'Afghanistan. Ça ne veut pas dire que les Américains n'aient plus la puissance militaire d'agir quelque part, mais encore faut-il clarifier les objectifs politiques de l'intervention militaire. La seule présence de casque bleu ne suffit pas. Et c'est vrai également pour nous. On a fait effectivement, on a cru à un moment, après, par exemple à Sarajevo, qu'il suffisait d'avoir des casques bleus français et anglais pour que tout le monde s'arrête. Bon, on a bien vu que ce n'était pas tout à fait ça. Donc, si vous voulez, les Occidentaux sont obligés de prendre en compte le fait qu'ils ne sont plus les chefs d'orchestre, qu'il y a d'autres puissances qui sont capables, avec moins de moyens et plus d'intelligence, de se positionner. Mais encore une fois, il y a une espèce de façade. C'est-à-dire, on peut toujours signer des accords. Est-ce qu'il faut les appliquer ensuite? Ça, c'est une autre question. Je pense évidemment à la question Arabie Saoudite, Iran. Alors justement, sur l'Arabie Saoudite particulièrement, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'Arabie Saoudite, plutôt critiques si vous me permettez. Croyez-vous au virage de Mohammed Ben Salman, d'une pacification, en tout cas d'une modernisation de l'Arabie Saoudite? Je crois qu'il faut comprendre que l'Arabie Saoudite, si vous voulez, a une caractéristique politico-religieuse qui est très importante à relever. Rappelez-vous que l'Arabie Saoudite se constitue en 1921, c'est-à-dire en chassant de la Mecque les véritables descendants du prophète. Et finalement, donc, la famille Saoud n'a aucune légitimité religieuse. Elle ne peut pas prétendre, comme le shérif de la Mecque, qui avait effectivement une espèce de légitimité familiale. Bon. Et donc, la seule légitimité politique, disons politico-religieuse du régime saoudien, c'est encore une fois, c'est le wahhabisme. Qu'est-ce que c'était que le wahhabisme? Le wahhabisme, c'est simplement le fait qu'au XVIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle, en fait, la seule région du monde qui n'avait pas été colonisée était le grand désert du milieu, le Hejaz. Bon. De ce Hejaz apparaît un homme qui s'appelle Abdel Wahhab qui dit « Mais attendez, l'islam s'est perverti partout dans l'environnement, puisque rappelez-vous que c'est l'époque où le sultan est ottoman. Il n'est pas arabe. Donc, il va prétendre qu'effectivement, le seul véritable islam, c'est cet islam qui s'est préservé à l'intérieur du Hejaz, et donc il va reprendre ce qu'on appelle le salafisme, c'est-à-dire la religion des prophètes. Bon.
quand en 1921-1927, quand se constitue le régime saoudien, dans la constitution, vous avez l'idée qu'il faut propager l'islam. Mais quel islam? Évidemment, l'islam wahhabite. Alors, qu'on l'appelle wahhabite ou salafiste, si vous voulez, quand vous êtes gentil avec les Saoudiens, vous l'appelez wahhabite, comme si c'était une originalité, mais quand vous regardez la diffusion de ce wahhabisme partout, ça s'appelle partout ailleurs du salafisme. C'est-à-dire que, grâce à la guerre froide, l'Arabie saoudite est passée à travers les gouttes, c'est-à-dire qu'elle a pu diffuser partout son salafisme, y compris dans les pays musulmans, hein, avec un objectif qu'on n'a pas bien mesuré au départ, mais qui était d'abord de lutter contre le socialisme arabe. Leur grand ennemi, c'était Nasser. Et donc, et puis à l'époque, le socialisme arabe, c'était Nasser, c'était Boumedienne, c'était Assad, c'était Saddam Hussein, etc. Et donc l'idée, c'était que c'était ça la menace. Parce que la modernisation du monde arabe aurait signifié le recul de l'influence de la religion. Et donc les Algériens ont payé très cher cette influence, puisque finalement ils ont eu 10 ans de guerre civile provoquée par ces salafistes, formés en Arabie saoudite, et nous on les rencontre au Mali, puisque effectivement Mohamed Dicko, le grand imam de Bamako, est un type qui a été formé à l'université islamique de Médine. C'est-à-dire qu'on rencontre en face de nous aujourd'hui des gens qui sont très fermement anti-occidentaux. Bon, on ne l'a pas vu passer parce qu'encore une fois, on était dans l'Est-Ouest. Puis quand l'Est-Ouest disparaît, on s'aperçoit que le monde n'est pas ce qu'on croyait. Le monde n'est pas ce que l'on croit. Pensez-vous que l'Occident peut être vacciné contre ces ingérences dans le Moyen-Orient? Plus légèrement, sommes-nous vaccinés contre le BHLisme, à votre avis? Je ne crois pas, parce que, si vous voulez, bon, je l'espère comme vous, parce que, encore une fois, ce n'est pas le fait d'envoyer des militaires qui résout les crises, surtout s'il y a une absence d'originalité, une absence d'analyse politique de la dynamique de la crise. Donc, on pourrait dire que BHL a eu son heure de gloire, c'est-à-dire qu'effectivement, il a été le navire amiral d'une transformation de ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, où là, il suffisait d'interpeller à partir d'un plateau télé un dirigeant en disant « Je rentre de telle région, je connais les gentils, je connais les méchants, on ne peut pas ne pas ». C'est-à-dire la double négation supposait qu'effectivement, il fallait intervenir. Bon. Et donc, on a fait un certain nombre d'interventions catastrophiques. Bon. Catastrophiques, encore une fois, parce que ce n'était pas le fait de connaître les gentils et les méchants qui aboutissaient à résoudre la crise. Si ces gentils et ces méchants avaient des bonnes raisons de se taper dessus, ce n'est pas l'apparition de soldats occidentaux qui allait les arrêter. Mais ça ne fait rien. On était convaincus que de toute façon, nous étions porteurs d'une mission. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire qu'on n'est pas porteur d'une mission? Je vais vous citer un exemple. La crise la principale aujourd'hui, la plus grave, c'est le Congo. On en est, je crois, à quelque chose comme 10 à 15 millions de morts. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, un pays occidental va se décider à l'intervenir pour le Congo? Certainement pas. C'est-à-dire qu'il y a des crises, si vous voulez, qui n'ont pas cet impact médiatique, cette capacité de mobilisation du complexe militaro-intellectuel. Et effectivement, vous avez ici en Europe quelque chose qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que le CRAN, les associations noires, accusent l'Occident d'être responsable de tout ça, mais ne se penchent jamais sur les crises africaines, c'est-à-dire les crises intra-africaines. Que ce soit le Rwanda ou que ce soit le Congo, aujourd'hui, il n'y a pas d'ingérence extérieure. Donc il faut arriver, si vous voulez, au moment où les Occidentaux cessent de se croire responsables de tout, et s'ils arrêtent de se croire responsables de tout, ils sont beaucoup plus libres à décider de ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Très bien. Une question, encore une fois, une question prospective. Chez Choc du Monde, nous essayons justement de comprendre les basculements. À supposer que le Moyen-Orient s'apaise, ce phénomène pourra-t-il être suivi en Europe, cela nous concerne davantage peut-être d'une certaine manière, par un déclin définitif, on l'a observé, mais peut-il être définitif, du terrorisme ? Écoutez, ça effectivement, vous savez, il n'y a que sur la prospective qu'on risque de se tromper. Pour le passé, on arrive assez bien. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez 2 ou 3 grands analystes de l'islam politique qui aboutissent à la conclusion qu'il y a une crise de l'islam politique. Et donc, il y a effectivement probablement un recul de ce qu'ont été l'importance de certains penseurs. Bon, moi, ce qui m'a toujours frappé, je l'ai écrit en 2014 dans ce rapport pour une fondation privée, c'est que bien évidemment, il y a une radicalisation qui progressait dans les communautés musulmanes, mais ce qu'on ne regardait pas, c'était l'intégration de la communauté musulmane. C'est-à-dire qu'on avait tous autour de nous des journalistes, des acteurs de cinéma, de théâtre, des littérateurs, etc., qui étaient des Français de culture musulmane, qui n'avaient aucun problème avec la République. Mais ceux-là, évidemment, on les interpellait à chaque fois qu'il y avait un attentat, en leur disant « Alors vous êtes musulmans, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et un jour, il y a une chercheuse avec qui je travaillais, je lui ai dit, il y avait un nom originaire du Maghreb, j'ai dit, d'où est originaire votre famille? Elle me dit, si j'étais juive, est-ce que vous m'auriez posé la question? C'est-à-dire qu'elle me montrait que c'est mon regard qui était un véritable problème, puisque cette intégration est silencieuse. Donc moi, je ne m'inquiète pas, si vous voulez, encore une fois, pour cette intégration qui se fait selon des modalités où il ne faut pas continuellement les mettre dans le coin en leur disant, mais alors finalement, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces attentats? Il faut cibler sur le salafisme, sur les porteurs d'idéologie salafiste. On arrive à une situation qui est quand même très étonnante.
Vous avez donc aujourd'hui un terroriste condamné, ayant subi sa peine de prison et frappé d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par un juge, une OQTF. Pardon ? De quel terroriste parlez-vous? Justement, prenons le cas d'un terroriste lambda, condamné, ayant exécuté sa peine, frappé d'un arrêté d'expulsion, OQTF. Depuis 2015, la Cour de justice européenne oblige l'État expulsé à vérifier que s'il est expulsé dans son pays, indépendamment du fait qu'il faut l'autorisation consulaire, de vérifier qu'il sera bien traité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a environ 10 000 OQTF non appliqués, et ça veut dire que ces OQTF sont aux frais de la République, logés, nourris, blanchis, puisqu'on ne peut pas les expulser. Et donc, ils sont mieux traités que des SDF français qui, eux, n'ont droit qu'au RSA. Donc, quand vous arrivez à ce genre de contradiction, il y a un moment où il faut secouer le cocotier. Il faut dire, écoutez, il y en a marre. Donc, effectivement, dire qu'il faut vérifier que le type sera bien traité chez lui, c'est quand même une invention de juriste vivant à Bruxelles et loin de tout. Donc, vous voyez, il y a un moment où cette jurisprudence européenne doit commencer à évoluer. Et évidemment, notre rapport à cette justice européenne est évidemment un problème grave, quoi. Un problème grave, il faut secouer le cocotier. Ce sera le mot de la fin, Pierre Conesa. Merci beaucoup pour vos éclairages et pour avoir répondu présent à l'invitation de Choc du Monde, car votre regard correspond parfaitement à l'ambition de notre nouvelle émission. Je remercie les téléspectateurs de TVL. Surtout, n'oubliez pas de partager et d'aimer cette vidéo et de parler encore une fois de Choc du Monde autour de vous, le nouveau magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Bonsoir à tous.